Il meurt le 6 décembre 1961. Il a 36 ans. Son livre vient de paraître. Il ne le verra jamais entre les mains de ses lecteurs. Frantz Fanon est un psychiatre martiniquais. Il a soigné des combattants algériens brisés par la torture. Il a démissionné de son poste de médecin en pleine guerre pour rejoindre le FLN à Tunis. Et dans les derniers mois de sa vie, sachant qu'il est condamné par une leucémie, il dicte ce livre dans une course contre la mort. Les damnés de la terre paraît en novembre 1961. Interdit immédiatement par les autorités françaises pour atteinte à la sécurité de l'État. Saisi. Il circule sous le manteau. Jean-Paul Sartre en écrit la préface. Le livre devient l'un des textes les plus lus et les plus discutés du XXe siècle. Mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, ce livre reste profondément mal compris. On le réduit souvent à un éloge de la violence. C'est passer à côté de ce qu'il dit vraiment. La thèse de Fanon est précise et implacable. La colonisation n'est pas seulement un système économique ou politique, c'est une violence totale exercée sur l'être humain du colonisé. Elle détruit non seulement sa terre et sa liberté, mais sa psychologie, sa culture, son rapport à lui-même. Et cette destruction appelle une reconstruction tout aussi totale. Entrons dans le livre. Fanon commence par une image qui résume tout. Le monde colonial est un monde coupé en deux. D'un côté, la ville du colon, dure, illuminée, asphaltée, repue. De l'autre, la ville du colonisé, malfamée, affamée, accroupie. Entre les deux, non pas un dialogue, non pas une frontière partagée, mais une ligne que gardent des soldats et des gendarmes. Dans ce monde coupé en deux, dit Fanon, les rapports ne sont pas des rapports humains, ce sont des rapports de force brute. Le colon n'a pas besoin d'argumenter, d'expliquer, de convaincre, il a le fusil. L'interlocuteur valable du colonisé dans ce système, c'est le gendarme ou le soldat, pas le professeur, pas le juge, pas le médecin, le gendarme. Et le colonisé, lui, que fait-il de cette violence qui l'écrase? C'est là que Fanon apporte une analyse qui n'a pas vieilli d'un jour. La violence coloniale ne disparaît pas, elle s'accumule dans le corps du colonisé. Elle devient une tension musculaire permanente, une agressivité que le système colonial empêche de se diriger vers l'ennemi réel. Alors, elle se retourne contre soi-même, contre les siens. Les tribus se battent entre elles, les voisins s'entretuent pour un mouton, pour une date, pour un regard. Les nuits éclatent en danse de possession, en rites, en mythes terrifiants. Tout ce qui permet de ne pas exploser contre le vrai oppresseur. Fanon ne condamne pas ces comportements, il les explique. Il dit « cela n'est pas la nature du colonisé, c'est le produit du colonialisme ». Et il le prouve par une observation clinique directe. Lui-même a soigné à Blida, puis dans les formations sanitaires du FLN, des dizaines de patients brisés par la guerre. Un combattant algérien qui ne peut plus avoir de rapport sexuel depuis que sa femme a été violée pour le punir de son silence. Un paysan rescapé d'un massacre qui veut tuer indistinctement tout le monde autour de lui. Un jeune militant de 19 ans hanté par la femme de colon qu'il a tué lors d'une opération et qui vient chaque nuit réclamer son sein. Un policier français qui vient consulter parce qu'il torture des suspects 10 heures par jour et qu'il commence à entendre les cris chez lui, dans sa chambre, la nuit. Ces cas cliniques sont au cœur du livre, pas pour la spectacle, pour montrer une vérité simple et terrible. La colonisation rend tout le monde fou, le colonisé et le colonisateur. La violence exercée revient toujours sur celui qui la porte. La deuxième grande idée du livre concerne le rôle de la violence dans la libération. Et c'est là que Fanon est le plus souvent mal cité, mal compris, mal utilisé. Fanon ne dit pas que la violence est bonne en soi, il dit que dans la situation coloniale, la violence est inévitable. Le colonialisme n'est pas une machine à penser, dit-il, c'est la violence à l'état de nature. Il ne s'incline que devant une plus grande violence. Mais il dit quelque chose de plus subtil. Il dit que pour le colonisé, l'acte de résistance armée est aussi un acte de reconstruction psychologique. L'homme qui prend une arme pour défendre son peuple cesse d'être l'indigène accroupi, le spectateur de sa propre humiliation. Il redevient un sujet, il agit sur le monde au lieu de le subir. Fanon dit « Quand les paysans touchent des fusils, les vieux mythes pâlissent. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. » Ce n'est pas un éloge du meurtre, c'est une analyse de ce que fait la domination totale à un être humain et de ce que la résistance peut lui rendre.
Fanon met également en garde contre quelque chose que l'histoire allait confirmer douloureusement. La bourgeoisie nationale qui prend le pouvoir après l'indépendance ne libère pas le peuple, elle reproduit le modèle colonial avec des visages différents. Elle occupe les places laissées vacantes par les colons sans transformer les structures. Et les paysans qui avaient tout donné pour l'indépendance se retrouvent exactement au même point, sinon pire. Il écrit cela en 1961, avant les indépendances africaines, avant la confiscation des révolutions par des élites militaires, avant les décennies de corruption et d'autoritarisme qui allaient suivre dans tout le continent. La conclusion du livre est une invitation. Fanon dit au peuple du tiers-monde « Ne singez pas l'Europe. L'Europe a échoué à inventer un humanisme réel. Elle a parlé de l'homme sans cesse et l'a massacré partout où elle l'a rencontré. Inventez autre chose. Inventez un homme nouveau. » C'est une utopie. Fanon en était conscient, mais c'est une utopie fondée sur une analyse rigoureuse de ce que la colonisation fait à un être humain et sur la conviction que cette destruction n'est pas irréversible. Ce livre est essentiel aujourd'hui pour plusieurs raisons qui dépassent la guerre d'Algérie. En Algérie d'abord, il permet de comprendre pourquoi l'indépendance de 1962 n'a pas produit la société libre que les combattants espéraient. Fanon avait décrit avec précision le mécanisme par lequel une élite nationaliste peut confisquer une révolution et réinstaller une domination sous d'autres formes. C'est exactement ce qui s'est passé. Plus largement, les questions que Fanon pose sur la violence, sur l'identité culturelle sous domination, sur ce que fait la déshumanisation à un peuple et comment on s'en remet, ces questions ne sont pas fermées. Elles traversent tous les débats contemporains sur le colonialisme, sur la mémoire, sur les réparations, sur l'identité post-coloniale. Et puis, il y a la dimension psychiatrique, souvent oubliée. Fanon est le premier à avoir documenté systématiquement les traumatismes de la guerre coloniale, chez les victimes comme chez les bourreaux. Ce travail clinique, fait dans des conditions extraordinaires, reste une contribution majeure à la psychiatrie de guerre et au traitement du trauma. Ce livre pose une question que nous n'avons pas fini de débattre. Qu'est-ce qu'une société fait à l'être humain quand elle le traite systématiquement, légalement, quotidiennement, comme moins qu'un homme? Et de quoi a-t-il besoin pour se reconstruire? Fanon n'a pas eu le temps de voir ses réponses se confronter à l'histoire. Il est mort trop tôt. Mais les questions, elles, sont toujours là.